saluons d'avoir été ponctuels et d'être parmi ceux qui, rapidement, vont de manière pacifique, organisée, je dirais même lumineuse, amener le changement au Congo-Brazzaville. Vous savez, il y avait un homme, Romain Bédel Sousa, incorruptible, travailleur, patriote, qui s'est battu depuis l'Issouba jusqu'à ici pour que ce Congo prenne le bon départ. Je sais que quand le peuple décide, rien n'arrête. Regardez ce qui arrive à Compaoré. On lui a dit, pendant 27 ans, vous avez gouverné. Il ne veut pas partir. Sassou Nguesso, s'il n'écoute pas le message exceptionnel, le message profond que le président Sousa va livrer tout à l'heure, je crois qu'il peut finir comme Compaoré est en train de finir. Alors, je salue les journalistes, je salue les caméramans. Il faut que la lumière soit faite sur ce que va dire le président Sousa. Tout à l'heure, mes confrères du Figaro, de Libération m'ont appelé en disant « Nous sommes obligés d'aller à l'ambassade du Burkina Faso ». J'ai dit « Mais bien sûr, allez à l'ambassade du Burkina Faso pour vous renseigner. Mais dites là-bas qu'il y a un changement qui est en cours à Brazzaville et que la presse doit dès maintenant aider ce changement avant qu'il ne soit tard. » Alors, sans tarder, naturellement, je vais passer la parole au maître de cérémonie, M. Loko, qui va présenter les membres du CRAC et qui va vous dire quelques mots. M. Loko, avec plaisir, je vous passe le micro. Merci, mon cher ami, camarade. Donc, à présent, en ma qualité de maître de cérémonie, je vais donc prendre la suite du déroulement des événements. Donc, le point suivant à l'ordre du jour concerne bien évidemment la présentation des délégations étrangères, puisque vous savez que le président Sousa a confié à cette cérémonie des délégations étrangères. Alors, je n'ai pas vérifié si tout le monde est présent, mais je vais simplement saluer en premier lieu la délégation algérienne, si elle est là. En vous remerciant d'appuyer donc cette déclaration avec des saluts fraternels du peuple congolais ici réuni dans sa représentation sous l'égide du président Sousa. Donc, j'aimerais savoir si la délégation allemande est là également. Si elle est là, merci bien pour saluer la délégation allemande. Il est prévu également une délégation tunisienne. Alors, est-ce que la délégation tunisienne est présente? Elle n'est pas encore arrivée. Donc, on les saluera bien évidemment lorsqu'ils seront présents. Nous avons par ailleurs des invités d'honneur. Est-ce que l'ensemble de nos invités d'honneur est présent? Merci de bien vouloir leur donner un salut appuyé. Alors, le CRAC, qui est le comité de résistance et d'action pour le Congo, donc bien évidemment pour une action sur le Congo-Brazzaville, a naturellement des instances. Donc, il m'appartient en ces lieux de vous présenter dans un premier temps le conseil d'administration du CRAC. Je vais donc procéder à l'appel et je demanderai à chacun de se lever une fois que son nom sera prononcé. Donc, bien évidemment, M. Sousa Romain Bédel. Je reviens là. M. Moukema Jean Sévérin. Maïga Abdoul Aziz. Mofawe Raphaël. Chabda Robert. Ebaka Bob. Donc, Loco Servet, votre serviteur. Monsieur Safou Jean-Paul. Changou Jean-Emmanuel. Badzinga Tudi Albert Michel. Bungu Octave.
Chabda Robert, Moulondi Dississa Djibril, qui n'est pas arrivé, Mouzezo Prosper, Ebara Jean, Mafoulou Thierry, Awassi Laura, Zeka Lopez, Mawawa Desti, Ngwele Christian, Niani Blaise et Diandonga Kevin. Donc voici donc le conseil d'administration du CRAC, et ce conseil d'administration est bien évidemment organisé par une instance de direction qui est bien sûr le bureau. Alors le bureau du CRAC est composé ainsi: président, chargé de l'orientation et de la coordination des activités, M. Romain Bédel Sousa. Secrétaire général, chargé des questions politiques, de la promotion des valeurs civiques et des relations avec les partis politiques, Jean-Séverin Moukemawa. Secrétaire général adjoint, chargé de l'administration, des questions électorales, de la mobilisation, de la coordination des délégations, de l'innovation et des technologies de l'information, Abdoul Aziz Maïga. Secrétaire chargé du développement économique, des finances, de l'industrie, de la promotion des investissements et de l'entrepreneuriat, Raphaël Mofawi. Secrétaire chargé de la communication, des relations avec les médias, la diaspora congolaise et la société civile, Bob Ebaka. Secrétaire chargé des relations internationales, des questions juridiques, institutionnelles, de la décentralisation et du développement du territoire, Servais Logo. Secrétaire chargé de l'environnement, de l'urbanisme, de la ville, du développement durable, de l'économie sociale et de la logistique, Jean-Paul Safou. Secrétaire chargé de la culture, de la santé, de la jeunesse et des sports, Jean-Emmanuel Changou. Secrétaire chargé de l'éducation, de la famille, de la cohésion sociale, Albert Michel Badzinga Tsoudi. Trésorier général, Octave Mbungu. Octave étant donc le grand argentier. Cabinet du président. Directeur du cabinet, Robert Chabda. Conseiller politique, Djibril Moulungu Dississa. Ceci étant fait, j'appelle donc mon ami Camara pour les intervenants. Alors, vous savez que derrière tout grand homme, il y a toujours une grande dame. Et moi, je me fais le plaisir et l'honneur de présenter la future première dame du Congo, Madame la Présidente. Vous l'applaudissez. Si vous voulez l'applaudir, vous vous levez, on l'applaudit. Parce que si le président Sousa a autant d'énergie, autant de force morale, je pense que c'est grâce à Mme Sousa, et c'est la raison pour laquelle le changement, ce sera vite et ce sera bien. Maintenant, je vais appeler le représentant de M. Djibril Moulungi Dississa, qui est représenté par notre ami Safou Jean-Paul. Monsieur Safou Jean-Paul, j'espère que vous êtes là et que vous allez évidemment faire le mot à la place de M. Djibril, si vous voulez bien venir au micro. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Camara. Merci, bien chers invités, de votre présence, bien chère délégation. Il me confiait la mission de témoigner sur
le président Romain Bedel Sousa. Le président Romain Bedel Sousa, c'est mieux, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Merci. Il reste que témoigner de M. Sousa ici demanderait un long moment. Mais je me contenterai de vous dire que son engagement politique ne commence pas d'aujourd'hui. C'est un ancien militant qui a travaillé avec le président Pascal Lissouba. L'homme, à travers toutes ses expériences, s'est doté d'une vision. Et c'est cette vision qui fait qu'autour de lui fédère non seulement des Congolais originaires de toutes les régions de ce pays, divisés par une vision étriquée, c'est de l'ethnicisme, mais aussi entourés par des personnes de toutes les nations. Vous avez entendu parler de la délégation qui vient d'Allemagne, vous avez entendu parler de la délégation qui vient de la Tunisie, vous avez entendu parler de la délégation qui vient d'Algérie, et je pense qu'il y en a qui sont encore en route. C'est vous dire que cet homme a une vision, pas ethnique ni nationale, mais plutôt internationale. Mais pour accompagner sa vision, l'homme s'est entouré d'une équipe. On vous a présenté l'équipe. Mais j'insiste surtout sur le fait que l'homme s'est entouré, en tout cas il s'est doté de plusieurs armes pour mener ce combat. Je ne vais pas lister en ordre, bien sûr, mais j'ai retenu 3 armes. La première, c'est le courage. Monsieur Romain Bedel Sousa ne combat pas un homme ni une femme, mais il combat un système qui a chosifié l'homme sur les populations, en particulier les jeunes. Un système, sans vouloir le décrire, mais que vous connaissez, que vous pouvez vous imaginer, qui a fait que l'homme n'est plus au cœur, la nation n'est plus au cœur du combat. Mais M. Sousa a ramené l'homme au centre de son combat. Voilà pourquoi depuis 2009, nous sommes une équipe qui n'arrête pas de le soutenir. Mais l'homme s'est doté aussi d'audace. Dans les documents qu'on vous a remis, vous avez trouvé une lettre, je pense qu'il a adressée à l'actuel président du Congo, parlant de la Constitution. Il faut avoir assez d'audace pour se permettre ce tel luxe. Mais l'homme s'est doté aussi de patience, parce qu'il croit en une parole qui dit qu'il y a un temps pour tout. Nul n'est éternel, les nations passeront. L'important pour l'être humain, c'est de laisser des empreintes qui vont marquer les générations futures. Et c'est ce que fait M. Romain Bedel Sousa depuis le début de son combat. Je souhaite vivement que vous écoutiez avec beaucoup de sérieux le message d'aujourd'hui, parce que l'homme est porteur d'un message d'espoir. Merci. Naturellement, les messages d'espoir engendrent toujours d'autres messages d'espoir. Nous avons quelqu'un qui a toujours soutenu le président Sousa, qui est à tous les combats, et qui non seulement entend parler à l'Occident, particulièrement à la France, que le changement c'est maintenant. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit ça à l'époque. Oui, au Congo-Brazzaville, le changement c'est maintenant. Donc je vais appeler M. Philippe Bon
qui est le président du comité de soutien au président Romain Soussa. Monsieur Philippe Lebon, il a un très joli nom. Très joli nom. Bien sûr, vous pouvez aller là-bas. C'est très bien. Monsieur le Président, cher Romain, quand tu m'as demandé de venir témoigner cet après-midi sur le sens de ton action et de ton engagement politique, j'ai répondu avec grand plaisir au nom de l'amitié qui nous lie depuis plusieurs années. Romain, nous nous sommes rencontrés il y a de cela près de 8 ans, bien loin de ton Congo-Brazzaville natal, en Seine-Saint-Denis, alors que j'étais directeur de cabinet du maire de Pantin. Tu étais déjà un acteur engagé de la solidarité internationale et tu as souhaité m'associer dans le cadre de mes fonctions à tes actions humanitaires et solidaires. Tu as su me convaincre dès le départ de soutenir ton projet de chantier jeune impliquant des jeunes de la ville de Pantin et des jeunes congolais en vue de la construction d'un centre de santé dans le district sanitaire d'Abala, dans le département des Plateaux. Dès nos premiers contacts, j'ai été séduit par ta passion, la grande qualité de ton engagement et ta force de persuasion dans tes contacts avec tes différents interlocuteurs, et surtout j'ai été frappé par l'amour que tu portes à ton pays. Aussi, lorsqu'en 2009 tu es venu m'annoncer que tu étais candidat à l'élection présidentielle congolaise, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'être ton compagnon de route dans cette belle aventure. Ensuite, nous avons été rejoints par d'autres amis congolais et d'autres amis français qui croient également en toi et qui sont présents cet après-midi au milieu de tous tes amis congolais pour t'épauler dans la préparation de ta candidature à la prochaine élection présidentielle. Nous tous ici présents, nous avons décidé de t'accompagner dans l'accomplissement de ton destin. Il a l'étoffe d'un chef d'État qui sera attentif à son peuple. Il est conscient de la lourdeur de sa tâche et des responsabilités qui lui incombent. Il aime son pays, sa population, il est patriote et souhaite donner au Congo un rayonnement international. Il veut donner une chance à la vie à tous les Congolais, sans distinction d'origine et d'ethnie. Il veut ramener l'apaisement et la paix au sein de la société congolaise, ainsi que la réinsertion sociale des plus démunis. Il souhaite aussi une réconciliation nationale, raisonnée et raisonnable, sans chasse aux sorcières. Mais il est clair que certains hommes politiques devront répondre de leurs actes passés. Romain Soussa bénéficie aussi d'atouts nombreux pour réussir dans le grand projet qui le conduira à la tête de son pays. Il sait qu'il peut compter sur la diaspora dont il connaît le potentiel de créativité et ses richesses humaines. Il souhaite ardemment voir cette dernière s'impliquer à ses côtés. Il sait qu'il peut compter sur le soutien de tous les Congolais de son pays qui attendent un changement de système politique et un nouveau mode de gouvernance. Romain Soussa sait qu'il peut compter aussi sur un soutien international qui se manifeste de plus en plus. Je pense tout particulièrement au très bon accueil qu'il a reçu dans les différentes capitales lors de sa tournée internationale et dont certains représentants sont aussi présents cet après-midi. Il sait enfin qu'il peut compter sur de nombreux amis français acquis à sa cause, tous unis avec ses amis congolais, pour faire mentir la malédiction des pouvoirs abusifs et dictatoriaux et des parodies de démocratie qui font honte au peuple même. Mesdames et messieurs, Romain Soussa est cet homme providentiel que le Congo attend. Il est l'homme qui va rebâtir et reconstruire la maison Congo. D'abord, il va s'appuyer sur des fondations solides qui sont les aspirations de l'ensemble des populations congolaises et notamment de la jeunesse de ce pays. Ensuite, il va la reconstruire, cette maison Congo, sur des piliers solides que sont la sécurité, la justice, la démocratie, la culture, la santé et l'éducation. Enfin, tout en haut, Romain Soussa mettra en place le toit des institutions qui protégeront le peuple congolais. Mes amis, en soutenant Romain Soussa, vous défendez les aspirations de tout un peuple qui veut un Congo nouveau pour tous les Congolais. En soutenant Romain Soussa, vous contribuerez à bâtir une vraie maison nouvelle pour tous les Congolais. Et enfin, s'il nous est permis de rêver, je crois pouvoir dire que l'homme politique africain
qui inventera un système de gouvernement et de développement économique, politique et social adapté aux contingences et aux spécificités de l'Afrique, cet homme pourra alors prétendre sans nul doute à un prix Nobel. Il sera celui qui coupera le nœud gordien des actuelles fausses démocraties africaines. Et si, mes amis, cet homme politique africain était Romain Sousa, l'opportunité du changement qu'impose le respect de la Constitution du Congo est providentielle. Un homme nouveau doit être appelé à construire un Congo nouveau. Romain Sousa est cet homme nouveau. Romain, nous sommes tous avec toi, nous croyons en toi et le peuple congolais croit en toi. Nous avons tous la conviction que tu es l'homme providentiel pour rebâtir la maison Congo. L'homme qu'il faut pour le changement pacifique, sans effusion de sang, c'est Romain Bédel Sousa. Mais j'appelle un autre ami du Congo, quelqu'un qui se bat pour que ce changement vienne vite et bien, en la personne de M. Jean-Michel Toulouse. M. Jean-Michel Toulouse. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Ça ne fait rien. Quand il sera là, il prendra la parole. Nous allons passer dans ces conditions la parole à Amélia Zing. Madame Amélia Zing, qui est la présidente d'Africa Consortium, et je pense qu'elle est là au moins. Si vous voulez avoir... Vous savez, vous devez applaudir justement les femmes qui se battent. Madame, vous êtes la bienvenue. Et je peux vous dire que la vérité sort toujours de la bouche des femmes. C'est bien à être là, c'est qu'à quelque chose. Alors, vous avez le choix, soit vous vous mettez ici, soit vous allez à la tribune, comme vous voulez. Venez là. Merci beaucoup, madame. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur le président, cher Romain, messieurs, dames, chers amis du Congo. Alors, je m'appelle Amélia Zing, je suis allemande, j'espère que mon français est compréhensif. Je viens juste rentrer d'Alger. Je m'engage depuis des années pour les relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Et bien sûr, ça me tient au cœur de ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup de pays. En mars 2012, j'étais la hostess pour une conférence sur les énergies propres, Clean Energy, en Afrique. Et à cette occasion, il y avait un homme qui s'est approché de moi et il a dit « Je veux parler avec vous ». Et on s'est mis dans un coin et il m'a dit « Écoutez, je vais présenter ma candidature comme président au Congo-Brazzaville ». Moi, j'étais un peu étonnée de faire la connaissance de ce monsieur à l'occasion de cette conférence. Et puis, j'ai dit oui. Il a dit, j'aimerais que vous m'aidiez à développer mon pays parce qu'il nous manque tout et on a besoin de personnes comme vous. Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut développer une démocratie, la paix, il veut avoir un développement pour le bien du peuple congolais pour qu'il puisse vivre dans une forme de prospérité. Il veut développer l'infrastructure, les domaines du médical, de l'énergie, tout ce dont on a besoin pour pouvoir bien vivre dans un pays. Et ça, au bien du peuple, contre la dictature actuelle qui n'est là que pour se remplir les poches. Moi, je dis, mais écoutez, si ça c'est vrai, vous êtes un rare diamant en Afrique, je ne peux pas croire ça. Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Depuis ce temps, on était en contact étroit et nous sommes devenus des proches amis. Et il m'a fourni des informations, parce que j'avoue, à l'époque, j'ai dû regarder à Google Maps où exactement est le Congo. C'est un point un peu oublié chez nous. Entre-temps, je le connais.
Et avec toutes les informations, j'ai mis le soin de les lire pour comprendre et pour suivre la démarche de Monsieur le Président, j'ai commencé à comprendre. Et surtout, j'ai compris que ça, c'est une personne qui vraiment, comme dit Monsieur, tient au cœur le peuple. Il veut faire quelque chose pour le peuple, pour le pays. Et ça, c'est pour moi quelque chose de nouveau. Et j'étais étonnée et j'ai dit, écoutez, alors, si vous êtes comme ça, une personne qui a autant d'engagement, de courage, qui est une personne de probité et d'intégrité, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Je fais de mon mieux, tout ce que je peux vous fournir, je vais le faire. En Afrique, je pense, un des problèmes, c'est dans ces dictatures, que ça, c'est le terrain pour faire grandir le terrorisme, la criminalité, la violence, le problème des réfugiés. Alors nous avons besoin de telles personnes qui disent non, moi je fais autrement. On va changer le système. Nous, on peut faire nous-mêmes. Et je pense, s'il faut soutenir quelqu'un en Europe qui est en Afrique, c'est ce monsieur-là, Romain Bedel-Sousa. Moi, je le fais avec tout mon cœur parce que je suis convaincue que ça, c'est la seule démarche à entreprendre et j'espère que nous aurons beaucoup de personnes qui vont nous suivre, à le soutenir et qui vont réussir. Merci. Il fallait s'y attendre à ce message lumineux, agréable à entendre, venant d'une femme bien sûr. Je voudrais que toutes les femmes du monde soutiennent Romain Bedel-Sousa. Toutes les femmes du monde. Mesdames, vous êtes averties. Romain Bedel-Sousa au pouvoir au Congo, c'est pour valoriser les femmes. C'est pour mettre fin aux violations des droits de l'homme. Je vais donc, évidemment, vous dire que c'est le professeur, un bon professeur de lettres, en la personne du professeur Ahmed Fria de Tunisie, qui n'est pas là, mais qui a envoyé un excellent message, qui sera lu par notre ami Loco, le maître de cérémonie, avec sa voix radiophonique. Merci. Je vais vous faire part de la lettre du professeur Ahmed Fria, universitaire tunisien, qui donc nous a adressé une lettre sur une page et un paragraphe au verso. Je cite: c'est un vrai plaisir que j'ai reçu votre aimable invitation à assister à votre conférence du 30 octobre à Paris sous le thème « Le Congo-Brazzaville face à son destin ». Tout en vous remerciant pour cette marque de confiance qui me touche beaucoup, je voudrais m'excuser de ne pouvoir y être pour des raisons d'engagement à Tunis, pris depuis un certain temps déjà. Je me permets cependant de vous adresser le petit mot qui suit. En tant que Tunisien, je me refuse toute immixtion dans les affaires internes du Congo frère, mais je me sens en même temps concerné par tout ce qui touche à notre continent. C'est pourquoi je souhaite fortement que nos frères congolais trouveront au plus tôt leur chemin vers davantage de liberté et de prospérité et de concorde. Je voudrais surtout parler brièvement de mon ami Romain Sousa. J'ai connu Romain il y a peu de temps à Tunis. Et très vite, j'ai senti que nous partageons les mêmes convictions, à savoir que le continent africain dispose de suffisamment de ressources, à la fois naturelles et humaines, pour ne plus figurer à la traîne des pays du monde dans les divers classements réalisés périodiquement en matière de développement économique et humain. Néanmoins, pour y arriver, il faut une réelle volonté politique et une clairvoyante gouvernance, à même de fédérer les intelligences et de mettre en œuvre les stratégies en vue d'optimiser le bon usage de ces potentialités pour le bien collectif, dans le cadre d'un État démocratique garantissant les libertés et les droits à la citoyenneté pour tous. J'ai pu apprécier une telle volonté politique chez mon ami Robin,
Romain. J'ai également pu apprécier chez lui, outre sa grande qualité humaine, son attachement fort à son pays et sa détermination à œuvrer en faveur d'un Congo démocratique, moderne et prospère. Je saisis l'occasion pour lui dire toute mon amitié et pour souhaiter au Congo et plus généralement à tous les pays africains un avenir meilleur, dans un monde où prévalent la stabilité, la tolérance, la sécurité pour tous et le respect de l'autre dans sa diversité. Un monde juste et solidaire où chacun trouve sa chance. C'est signé donc du professeur Ahmed Ria le 17 octobre 2014. Je vous remercie bien vivement de cet hommage appuyé, chaleureux et fraternel. Merci beaucoup. Je vous le dis, ça c'est le date de cérémonie. Alors, avant de passer la parole au président Romain Bedel Sousa, nous avons perdu l'un des piliers du CRAC il y a à peine un an. Quelqu'un qui était toujours avec nous quand on organisait les débats de soutien au président, surtout quand on faisait les souscriptions. Vous savez, la politique aussi, il faut des sponsors. Et ce que nous voulons, c'est des sponsors spontanés. Spontanés. Qui disent, ah, je vois qu'au Congo-Brazzaville, ça va très mal. Il y a des hommes, des femmes qui veulent que les choses changent. Nous soutenons ces hommes et ces femmes. C'était le rôle du pilier que nous avons perdu en la personne de Olem. Je voudrais donc, avec l'aimable permission du président Romain Bedel Sousa, et naturellement avec l'accord du bureau du CRAC, qu'on lui consacre une minute de silence, si vous voulez bien vous lever. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir. Oui, il est arrivé. Oui, il s'appelle M. Jean-Michel Toulouse, directeur de l'hôpital, ancien directeur de l'hôpital Robert Balandais. Il est là. Si vous voulez maintenant placer quelques mots avant qu'on passe la parole au président, vous avez le choix entre aller là-bas à la tribune ou même ici. Soyez le bienvenu. Applaudissez-le. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il excuse de ce petit retard, je viens de l'autre côté de Paris. Et j'ai absolument pas eu le temps de me concerter avec mon ami Romain, donc voilà, c'est peut-être que ce que je vais dire ne colle pas tout à fait à ce que vous attendez. Moi, je suis simplement venu témoigner ici en tant que directeur d'hôpital. C'est plus à Aulnay maintenant, c'est le sud francilien, dans l'Essonne. Et j'ai connu Romain Sousa quand il était, je pense qu'il doit d'ailleurs l'être toujours. Il avait de multiples occupations associatives et nous avons monté ensemble une mission sanitaire donc au Congo-Brazza, avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des élèves infirmières, des chirurgiens. Cette mission a dû durer autour de 2 semaines, si je me souviens bien. Je n'y étais pas moi-même, mais j'ai eu des rapports en bonne et due forme, bien entendu, de lui-même et de beaucoup de collègues. Et je sais que c'est une mission qui a été fortement appréciée. On travaillait aussi avec l'OMS sur cette affaire, avec un certain nombre de sponsors, je vous passe les détails. Et je sais que beaucoup de personnes, donc, sur place, ont pu bénéficier d'un certain nombre de vaccinations, d'un certain nombre d'interventions chirurgicales, ou de conseils divers et variés en matière de prévention, par tous ces professionnels de la santé. Voilà. Et je sais que cette mission a été fortement appréciée
donc le gouvernement français d'ailleurs. On en a eu des échos un petit peu plus tard, et puis par donc les autorités locales, mais aussi l'association que dirigeait Romain Sousa. Voilà. Donc il m'a proposé de venir cet après-midi. J'ai dû bousculer quelque peu mon emploi du temps, mais voilà, finalement, même avec un peu de retard, ben, je suis ravi d'être avec vous. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je tiens d'abord à vous remercier pour avoir postulé vos calendriers, pour surtout certains qui sont très chargés dans leur journée quotidienne, dans le cadre professionnel. Vous avez pu quand même trouver, vous sacrifier d'ailleurs pour être présent ici. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Avant de commencer mon propos, je voudrais tout d'abord rendre un hommage très appuyé à un homme. Cet homme qui a bousculé, a impacté ma vie politique. Cet homme qui a fait qu'aujourd'hui je me tiens devant vous. Ce visionnaire, l'homme qui m'a montré ce chien couché. C'est un chien couché, malheureusement, ils n'ont pas affiché la carte. Je parle du Congo-Brazzaville. Quand vous regardez cette carte, vous verrez bien que c'est un chien couché sur une mine d'or. Ce Congo qui dispose d'un tout de potentialité. Ce Congo qui, à l'époque, fit le rayonnement de l'Afrique. Il est malade. Il souffre de 3 types de maladies. La première maladie dont souffre le Congo, c'est l'absence d'un homme d'État. J'entends par un homme d'État, un visionnaire, un homme qui vient pour servir son peuple, un homme qui sait protéger son peuple, un homme qui a un projet, un homme qui respecte les droits de l'homme et la liberté, un homme qui peut se sacrifier pour son peuple. Ça, c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est un homme qui rassemble, il ne divise pas, il ne corrompt pas. C'est un homme qui a des convictions pour son pays, pour son peuple, et qui élève son peuple. Un homme qui fait rayonner son pays, qui fait respecter son pays. Ça, c'est un homme d'État. Mais malheureusement, dans notre pays, nous avons un homme politique. La caractéristique d'un homme politique, c'est la conquête du pouvoir par la force, le maintien par toutes sortes de méthodes au pouvoir, la dictature, la corruption, le désastre. Il n'a pas de vision. Il tourne à rond, il conduit à vue, il ne sait pas où conduire le peuple, tracer le chemin pour l'avenir de sa jeunesse. Un homme politique s'intéresse à sa renommée, à sa personnalité, à sa famille, à son clan. La gestion clanique d'un pouvoir tyrannique, ça c'est la caractéristique d'un homme politique. Mais si vous avez un homme politique à la tête d'une nation, que pouvez-vous attendre de lui? Que peut devenir telle nation si vous n'avez pas des hommes d'État? Ça, c'est la première maladie dont souffre le pays. La deuxième maladie est celle qui est liée à la gouvernance. La gouvernance institutionnelle. Lorsqu'un homme politique dirige une nation, dans la gouvernance institutionnelle, il ne respecte pas les droits élémentaires de son peuple. Le fonctionnement des mécanismes démocratiques sont tout à fait médiocres, aléatoires, incorrects, inadaptés. Ils ne respectent pas ce qu'on peut appeler l'armée républicaine, la sécurité de son peuple, les institutions
sont faites pour garantir la vie d'une nation, la sécurité d'une nation, la protection du territoire d'une nation. Les institutions sont faites pour faire vivre le jeu démocratique. Les institutions sont faites pour que le Parlement fonctionne dans ses prérogatives et que toutes les institutions juridiques, tout ce qui est lié à la vie de la communauté soit au service du peuple. Mais nous avons ce déficit. Le Congo n'a pas de démocratie. Le Congo ne respecte pas les droits de l'homme. Le Congo ne respecte pas les libertés individuelles. C'est pour cela que la tyrannie, les prisons, les gens, le peuple congolais tremble, vit dans la peur, écrasé, complètement troublé. Parce qu'ils n'ont pas de liberté. Parce qu'il n'y a pas de respect, le respect pour les institutions. Le jeu démocratique, c'est une affaire difficile à mettre en place dans un pays où la dictature règne. En plus, le Congo, effectivement, dans la gouvernance, nous connaissons le déficit dans la gouvernance économique. C'est pour cela qu'un pays, comme je l'ai dit tout au début, qui est dont la potentialité économique est énorme, dont les richesses du pays pouvaient faire de ce pays un pays développé, un pays qui pouvait être aujourd'hui parmi les pays qu'on peut compter sur les pays. Aujourd'hui on parle de l'émergence, mais on ne peut pas parler de l'émergence dans un pays qui n'a pas de perspective d'avenir sur le plan économique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui fonder le développement des pays que sur le pétrole. Le pétrole a une durée de vie. Le budget congolais, pour le fonctionnement, pour les investissements, pour tout ce qui font vivre le pays, n'est basé que sur le pétrole. Alors que nous avons tout. Nous avons la forêt, une grande forêt. Nous avons la plaine pour élever faire l'élevage. Nous avons beaucoup de cours d'eau, la mer, pour faire développer la pêche. Les poissons-mer de vieillesse dans les eaux congolaises. Nous avons au Congo tout ce qui peut faire vivre ce pays. Le fer, l'or, le diamant, tout cela vous le trouvez sur le sol congolais. Malheureusement, dans la gestion clanique du pouvoir, dans la gestion empirique du système, nous n'avons exporté aucune ressource si n'est que le pétrole. Malheureusement, ce pétrole exporté, avec les recettes, surtout dans les années 2012 et 2013, qui auraient pu permettre à ce pays d'économiser, d'investir dans le domaine des secteurs diversifiés comme l'agriculture, l'élevage ou la pêche, comme je venais de le dire tantôt. Exploiter le sous-sol congolais de manière rationnelle, ça n'a pas été le cas. C'est l'argent qu'on dilapide pour la corruption. C'est l'argent qui sert de bien mal acquis. C'est l'argent qui sert de famille. Cet argent ne permet aux Congolais de vivre décemment, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Nos enfants, aujourd'hui, sont devenus des mercenaires vivants, sont devenus des bandes armées tueurs, simplement parce qu'il n'y a aucune organisation qui peut permettre au système de faire vivre son peuple, de donner la dignité au peuple congolais, à la jeunesse, de tracer un chemin pour l'avenir de son peuple. Mais un tel système, nous ne pouvons que constater qu'avec la façon de gérer le Congo ne peut pas être au rendez-vous du XXe siècle. Il ne peut pas être à ce rendez-vous. C'est pour cela que cette maladie, sur le plan économique, où il n'y a pas d'investissement, ne peut pas garantir l'avenir de notre jeunesse. Notre jeunesse, l'école est absente. Il n'y a pas de perspective dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'insertion, dans le domaine de l'encadrement pour que ces jeunes puissent devenir des chefs d'entreprise, des patrons de demain. On parle aujourd'hui
de la classe moyenne. Mais de quelle classe moyenne peut-on parler au Congo? Si on a volé l'argent du contribuable congolais, on ne peut pas parler de la classe moyenne par le vol. La classe moyenne, c'est par les efforts que l'on fournit. On transpire, on essaie de tracer les voies pour que dans l'insertion économique de ceux qui sont faibles, vous pouvez les aider, les soutenir, parce que vous avez des possibilités de les former. Mais quand on vole l'argent facile ne peut pas permettre au pouvoir d'encadrer, d'insérer, de s'occuper de ceux qui souffrent. Donc, sur ce plan, nous avons effectivement des difficultés au niveau de notre pays. Bon, nous avons aussi ce problème de gouvernance sociale. Le Congo, c'est un pays qui ne considère pas ses citoyens. La sécurité sociale. Vous allez à l'intérieur du pays. Vous avez suivi certains témoignages qui ont été donnés tout à l'heure. Je suis un homme de terrain et je parle de ce que je sais. Je connais le terrain. Je sais ce qui se passe au Congo, dans le domaine justement social, dans le domaine économique, parce que je suis proche de mon peuple et je connais ces problèmes. Je ne suis pas un homme qui, à des distances éloignées, parle du Congo sans fondement. Je connais ce qui se passe. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut pas parler d'un développement sans garantir la vie de l'homme, sans lui donner les perspectives de sécurité. Nous n'avons pas cela au Congo. Nous n'avons pas cela au Congo. Simplement parce que nos dirigeants n'ont pas pris compte que pour que le pays devienne un pays rayonnant, un pays développé, il faut d'abord garantir la santé. C'est d'abord la première des choses. La santé. La santé de l'homme, c'est ça qui fait vivre l'économie. C'est ça qui fait vivre une nation. C'est ça qui garantit, si vous voulez, la population. Mais nous avons des enfants qui meurent jeunes. Dès qu'ils naissent, ils meurent de maladie. Parce que les problèmes d'hygiène ne sont pas traités. Parce qu'il n'y a pas de prévention sanitaire. Parce qu'il n'y a pas d'assainissement. L'eau qu'ils boivent, tout est pollué. L'eau devient, au lieu que ça devienne, l'eau qui donne la vie, devient un poison lorsque vous buvez cette eau. Ça, c'est notre pays. Et ça, ce n'est pas que dans les grandes villes, mais à l'intérieur encore dans les zones rurales. Dans les zones rurales, vous allez à l'intérieur du Congo. Vous êtes encore dans le Moyen-Âge. Les conditions de vie d'un Congolais dans les zones rurales sont pires que les conditions de vie de ceux qui vivaient à l'époque, avant que la civilisation ne vienne. C'est pire. Alors que nous sommes au XXe siècle. Alors qu'il y avait des possibilités pour développer la santé. Pour développer la santé du peuple congolais. Pour assainir le pays en matière d'hygiène, en matière d'eau, faire en sorte que les Congolais puissent vivre correctement, en bonne santé, s'occuper de leur santé. Nous avons ce problème aussi au niveau de la formation. Ce qui garantit l'avenir d'une nation, c'est la formation. Il faut former les gens. Il faut former la génération future. Si vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez pas avoir des gestionnaires dans une nation. Pour que vous ayez des gestionnaires dans une nation, il faut mettre l'accent sur la formation. Il faut mettre l'accent sur la recherche scientifique et technique dans un pays, surtout dans ce nouveau monde. Mais nous ne connaissons pas tout cela. L'argent du Congo va dans les poches des gens. On ne pense pas que maintenant, c'est maintenant qu'il faut poser ce problème. Ce problème de l'avenir des jeunes. Dans la formation des jeunes, le code de la République qui doit donner droit à chacun, moi je suis le produit de cette école, donner droit à chaque Congolais, à chaque Congolaise de réjouir, d'être un homme ou une femme qui doit être fier de son pays, fier de la richesse de son pays. Mais nous n'avons pas cela. On peut vous parler aujourd'hui du chemin de l'avenir. Le chemin d'avenir, c'est, à mon avis, c'est avoir une vision pour les 40 ans à venir. Il faut bâtir une nation. C'est-à-dire qu'il faut construire la maison Congo. En tenant compte de ce qu'il est
avec tout ce qu'il a comme atout, et en mettant ensemble, en mettant en valeur de chaque Congolais, de chaque Congolaise, nous pouvons bâtir aisément. Nous pouvons bâtir aisément ce Congo. Aujourd'hui, quand nous prenons, par exemple, on fait des études entre les deux pays, ne serait-ce que les deux pays, la RDC comme il a dit, et le Congo-Brazzaville, vous avez potentiellement plus de 80 millions d'habitants. Mais avec toute cette population réunie, c'est un grand marché. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont appris ailleurs. Ils sont partout. Ils sont ici. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce que les conditions ne leur permettent pas de bénéficier de ce que le pays a pour eux. Certains ont été formés par les États, malheureusement abandonnés. Ils sont là, diplômés, ils ne peuvent pas les mettre en valeur. Mais si nous pouvons décider justement le Congo, j'entends par Congo, ce grand C, en prenant en considération les trois Congos, parce que l'Angola aussi c'est le Congo. Si nous prenons en compte tout le potentiel qu'il y a au plan économique, au plan humain, toutes ces ressources, et que nous le mettons en valeur, nous pouvons devenir une force économique mondiale très intéressante et respectée. Mais aujourd'hui, le fait de diviser, les divisions, la brutalité dans le comportement, tout ce qui se passe ne contribue pas justement à la préparation du XXe siècle pour ce continent africain et pour cette sous-région. C'est pour cela que je crois qu'il est temps. Il est temps que nous puissions changer le système au Congo. Il est temps que nous puissions mettre en valeur ceux qui ont le projet, ceux qui ont une vision pour cette jeunesse. Et cette jeunesse, dans le thème de notre conférence, nous avons dit agir avec et pour les jeunes. Agir avec et pour les jeunes, ça veut dire quoi? Agir dans le domaine de la formation. Il faut le former. Nous avons tout ce qu'il faut pour former cette jeunesse. Agir aussi avec les jeunes et pour les jeunes, c'est aussi insérer, ne laisser pas au banc d'échecs tous ceux qui n'ont plus de perspective. Tous ceux qu'on a roulés dans les bancs d'armée, il faut les récupérer. Il faut leur donner un avenir. Il faut les sortir de là. Parce que si nous ne le faisons pas, ça sera très grave pour la génération future. Ils seront demain les pères d'enfants. Comment ils vont les élever? Nous allons, dans cette sous-région, ça va être une poudrière. C'est le moment d'avoir des projets concrets d'insertion de ces bandes armées, le projet concret de requalification, leur donner le sens dans leur vie, leur faire vivre leur génie inventif, leur génie créatif, parce qu'ils ont des dons. Nous ne devons pas laisser ces dons mourir. En les mettant en valeur, chacun dans son cadre, nous pouvons exploiter les dons en eux. Et nous le voyons ici. Nous le voyons ici. C'est pour cela que le Congo de demain aussi, c'est celui qui doit voir comment construire une maison Congo. Cette maison Congo qui a pour socle le peuple, le mettre en valeur, mettre le peuple congolais en valeur. Cette maison Congo qui a pour aussi, qui a pour socle le peuple pour pilier. Je vous ai parlé que nous avons ce problème d'institution. Donc il faut que l'armée congolaise devienne une armée républicaine. Que l'armée, les forces armées congolaises soient au service de la nation et non au service d'un pouvoir tyrannique. Nous devons aussi, comme pilier, mettre en valeur les institutions. Le Parlement doit contribuer à la vie politique et démocratique de notre nation. Si nous mettons en valeur ces piliers avec le peuple congolais qui est le socle pour fonder cette nation, construire cette maison, nous pouvons aujourd'hui parler d'une nation congolaise, mais nous n'en avons pas. C'est pour cela que notre vision, elle touche effectivement la construction de cette maison avec les jeunes, avec nos partenaires, nos amis, la communauté internationale, qui doivent contribuer à l'édifice de ce rêve
de ce bâtiment que nous voulons mettre en valeur. Nous voulons également appeler tous ceux, même qui pensent qu'ils ont volé, ils ont détourné, ils ont peur. Nous pensons que ceux qui ont acquis les biens de manière rationnelle, correcte, ils ne doivent pas avoir peur du changement. Il faut qu'ils s'intéressent au changement. En s'intéressant au changement, ils se protègent. En s'opposant, ils vont partir comme les autres partent, les autres dictateurs. Donc il est temps qu'ils prennent, qu'ils suivent l'histoire, qu'ils comprennent que ce monde, il bouge. Ce monde bouge. Personne ne sera à l'abri. Même les plus grands dictateurs, nous les connaissons. Donc c'est pour cela que nous pensons aujourd'hui, c'est le jour où dans les échanges, les questions qui seront posées, il va y avoir des éclairages sur notre vision par rapport au Congo. Et ceci étant, j'attends donc vos questions. J'ai montré le chemin à peu près de notre discussion, de notre échange de tout à l'heure. Maintenant, je me mets à votre service pour répondre à toutes vos questions, quelle que soit leur nature. Je suis là à votre disposition et je vous remercie.